Parti. Merci Aaron. Alors, l'objectif de la deuxième partie, pardon. L'objectif de la deuxième partie, c'est de démontrer ce résultat-là. Donc, je vais pas faire la démonstration du deuxième théorème, puisque c'est une conséquence directe de ce résultat-là et les calculs formels que j'avais présentés tout à l'heure peuvent être justifiés rigoureusement. Donc, nous allons montrer l'existence et l'unicité d'un couple propre. En plus, on va calculer le comportement de la valeur propre pour les états assez petits. Donc, c'est ça l'objectif. La démonstration, en fait, elle se fait dans deux grandes étapes. Et l'idée, ça revient à transformer ce problème-là en un problème de point fixe qu'on traite par le théorème des fonctions implicites. De la façon suivante. Au début, d'abord, on va introduire une équation, ce qu'on appelle par équation pénalisée. En fait, on va considérer, on va prendre notre équation de départ ou notre problème spectral, on va lui rajouter un terme supplémentaire qui nous permet de tuer la direction du noyau, la direction qui correspond au noyau. Et l'objectif de la deuxième étape, c'est d'éliminer le terme rajouté. En fait, pourquoi on fait ça? Je vais présenter les difficultés. Je vais revenir au problème. En fait, là, on a disons, on a trois problèmes. D'abord, on veut éviter les problèmes rencontrés dans le beau pluriel, c'est-à-dire on veut éviter les problèmes de recollement. Donc ça, c'est la première chose. On veut éviter les problèmes de recollement. Donc, on va essayer de travailler sur l'espace tout entier. La deuxième chose, si vous prenez par exemple état égal à 0 ici, l'opérateur Q, il n'est pas inversible. Il n'est pas inversible et donc il n'y a pas d'espoir de transformer, parce qu'il contient déjà un élément dans son noyau. Donc il n'y a pas espoir de transformer cette équation telle qu'elle est en un problème de point fixe. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter des termes qui permettent de tuer la direction du noyau. On va rajouter des termes afin d'avoir quelque chose qui est injective. Donc, c'est ça l'idée. Et la troisième difficulté, c'est de trouver la bonne norme et le bon espace fonctionnel dans lesquels tout ça, ça marche. Tout ça marche. Donc, c'est ça les difficultés. Et l'introduction de l'équation pénalisée vient de là. Donc, vient d'abord d'éviter le problème de recollement et deuxièmement, pour tuer la direction de noyau. Plus précisément, plus précisément, on va prendre notre problème spectral, on va lui rajouter ce crochet-là. Donc, c'est un produit scalaire dans L2. Là, s'il n'y a pas d'indice en bas, c'est-à-dire que c'est un produit scalaire dans L2. Donc, on va lui rajouter ce problème-là. Et l'objectif de la première étape, c'est de montrer l'existence unicité à ce problème-là. Et la deuxième étape, l'objectif, c'est d'éliminer ce que nous avons ajouté. Donc, pour cela, nous avons défini l'espace H eta. C'est un espace de Hilbert, défini comme étant les fonctions complexes d'intégrale, comme étant les fonctions complexes, comme étant des fonctions complexes telles que l'intégrale du gradient au carré plus le module au carré sur v carré plus eta v1 module phi pardon, au carré est fini. Donc, nous avons un espace qui dépend de eta. Ce qui est important, c'est que, alors, notez que ces espaces sont emboîtés en état, c'est-à-dire sont décroissants, et ils sont tous inclus dans H0. Et ça, c'est important. Donc, tous les espaces H état sont inclus dans l'espace H0. Sinon, on définit phi par une constante fois l'équilibre 1 sur v carré. Là, c'est juste une constante, C gamma d, c'est juste une constante de normalisation, telle que le produit scalaire dans L2 de phi fois m, de phi avec m, est égal à 1. Et le premier résultat, c'est que à état et mu fixé assez petit,
il existe une unique solution mu état, solution de l'équation pénalisée. Donc, nous avons une unique solution dans H0. De plus, cette solution, elle converge vers l'équilibre 1 dans H0 quand état tend vers 0. Alors, pour cela, nous allons d'abord poser mu est égal à lambda état puissance 2 tiers. En fait, ça, c'est technique et c'est dû au scaling. Donc, vous pouvez le voir juste comme un changement de variable. Sinon, là, l'idée clé, c'est de décomposer l'opérateur, plutôt, c'est de décomposer l'opérateur en deux morceaux. Donc, on va décomposer le potentiel W en deux morceaux. On va garder son comportement à l'infini, W tilde, ce qu'on va noter par W tilde, et on va mettre le reste dans le côté droit. On va noter la différence entre W et son comportement à l'infini par V. Donc, W tilde. Alors, comme l'équilibre est donné explicitement, le potentiel, il est aussi donné explicitement. Il est donné par... alors, je n'ai pas donné son expression, mais en tout cas, on l'a explicitement et son comportement à l'infini, il est exactement donné par cette fonction-là. Et ce qui est important ici, c'est le gain en décroissance qui apparaît dans V. En fait, le potentiel, il était comme une constante sur V carré, mais là, la fonction V qui est ici, elle est comme une constante sur V4. Voilà, sinon, une fois qu'on a cette décomposition, l'opérateur que j'ai noté par cet opérateur-là que j'ai noté par L lambda eta, il est inversible dans l'espace de Hilbert H eta. D'inverse continu. De plus, son inverse, il est continu de H0 dans H eta. Alors, pour l'inversion de cet opérateur, on utilise une version élaborée du théorème de Lax-Milgram. C'est pas le théorème de Lax-Milgram direct parce que l'opérateur, on n'a pas de coercivité. Mais ce qu'on démontre ici, c'est plutôt, c'est comme si on redémontre le théorème de Lax-Milgram. En fait, on a la forme cyclinière associée à cet opérateur. On démontre qu'elle est continue sur l'espace H eta croix H eta. Et par le théorème de représentation de Ritz, il existe un opérateur, disons A, qui représente la forme cyclinière. Et on démontre l'inversibilité de l'opérateur associé. Donc, notre opérateur est inversible. On note T par son inverse. Une fois qu'on a son inverse, on peut définir maintenant la fonction f. La fonction f, elle est définie sur un disque complexe pour lambda, sur un intervalle 0, état 0 pour état, et sur l'espace de Hilbert H0 pour la fonction h. Et lambda, état et h, l'application f, elle associe cette quantité. C'est quoi ça? En fait, ça, ce n'est rien d'autre que l'inverse T lambda état appliqué à cette quantité qui est là. Et donc, l'objectif, c'est d'utiliser le théorème des fonctions implicites afin de montrer l'existence d'une fonction h, une fonction en lambda état, telle que f de lambda état h lambda état est égal à 0. Et donc, si on arrive à montrer une telle existence, l'existence de solution pour l'équation pénalisée s'obtient directement en prenant m lambda état est égal à cette fonction-là. Et donc, pour ceci, on a la proposition suivante. Donc, par un calcul simple, en fait, là, on va appliquer le théorème des fonctions implicites autour du point 0 pour lambda, 0 pour eta et l'équilibre 1 pour la fonction h. Donc, pour un calcul simple, vous pouvez vérifier que f de 0, 0, m est égal à 0. Mais en fait, là, toute la difficulté était de trouver le bon espace fonctionnel dans lequel m appartient et toutes les autres hypothèses sont satisfaites. Donc ça, c'était une grosse difficulté. Bref, je reviens sur les points de cette proposition. Donc, qu'est-ce qu'on a aussi? On a que la fonction f est continue par rapport à la fonction h. Elle est continue dans H0, uniformément par rapport à lambda et eta.
Donc la constante de continuité, elle ne dépend pas de lambda eta. On démontre aussi que f est continu par rapport au paramètre lambda eta, d'accord? Et aussi que f est différenciable sur H0 et sa différentielle au point 0, 0, 1, elle est donnée par l'identité moins cet opérateur-là. Et enfin, la différentielle en ce point, elle est inversible. Pour l'inversibilité de la différentielle, on utilise l'alternative de Fredholm. En fait, on profite du gain en décroissance qui apparaît dans V pour se ramener sur un compact. Et sur un compact, on utilise le théorème de Röhlich ou les injections de Sobolev pour montrer que cet opérateur est compact. Donc cet opérateur est bien compact si on travaille dans A0. Et ensuite, il reste à montrer que le quart de l'identité moins cet opérateur est trivial. Et c'est à ce niveau-là qu'on utilise le terme de pénalisation. Et ça, c'est très important. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que nous avons considéré une équation pénalisée. Donc, je vais faire quand même les calculs de ce qui est écrit en bleu ici. C'est des calculs simples, mais quand même, c'est très important. C'était vraiment une difficulté pour montrer l'inversibilité. Et donc, si on veut résoudre l'équation h moins t00 vh moins produit scalaire de h phi phi est égal à 0, donc on applique l'opérateur L0 à cette équation. Je vous rappelle que L0, c'est l'inverse de T0. Si vous appliquez l'opérateur L0, vous obtenez cette équation, Q de H plus produit scalaire appliqué à phi fois phi est égal à 0. Maintenant, vous prenez cette équation qui est ici en bleu, vous la multipliez par l'équilibre M et vous l'intégrez en vitesse. Si vous prenez ce terme, l'intégrale de M fois Q de H, vous faites passer l'opérateur Q sur M et vous utilisez le fait que Q de M est égal à 0. L'intégrale de ça fois M, il disparaît. Et si vous utilisez le fait que Q fois, plutôt, si vous utilisez le fait que le produit scalaire phi M est égal à 1, ce qu'il vous reste, c'est que le crochet H phi est égal à 0. Maintenant, nous avons le produit scalaire de H phi est égal à 0. On revient sur cette équation. On obtient que Q de H est égal à 0. Et ça veut dire que H est dans le noyau de Q. Et si on travaille dans H0, on n'a qu'un seul élément dans le noyau de Q. Il est de dimension 1, il est engendré par M. Et ça veut dire que H, c'est M fois une constante. Et si on utilise cette condition d'orthogonalité qu'on a obtenue ici, on obtient que H est égal à 0. Donc, toutes les hypothèses du théorème des fonctions implicites sont satisfaites. Et donc, il existe une fonction H qui dépend de lambda et eta telle que cette égalité est satisfaite. Et nous avons bien donc l'existence d'une solution dans H0 pour l'équation pénalisée. Sinon, la convergence qui est ici, elle découle de la continuité de f par rapport à eta et du fait que L de lambda 0 ne dépend pas de lambda. En fait, si vous prenez eta égale à 0, ce terme disparaît et vous récupérez m. L de lambda 0 ne dépend pas de eta. Pardon, L de lambda 0 ne dépend pas de lambda. Donc voilà, l'existence, elle découle du théorème des fonctions implicites et la convergence, elle découle de la continuité par rapport à eta. Sinon, pour la valeur propre, ou plutôt pour éliminer le terme de pénalisation maintenant, nous allons faire appel encore une fois au théorème des fonctions implicites. Donc nous avons une proposition ici. Donc il existe une fonction lambda sur un voisinage de eta, un voisinage de 0 pour eta, pardon, tel que le crochet ou le produit scalaire est égal à 0. De plus, la fonction lambda en 0, elle se comporte comme eta puissance alpha moins 2 tiers à une constante multiplicative près. Et cette puissance alpha, elle est donnée par bêta moins d plus 2 sur 3. Rappelez-vous que mu était égal à eta 2 tiers fois lambda. Et donc, si on prend la fonction lambda qui est ici,
on obtient bien une valeur propre parce que le terme de pénalisation disparaît et on récupère bien une solution à notre problème spectral. Et de plus, la valeur propre, elle va être donnée par kappa fois eta puissance alpha. Et donc, on a gagné. Alors, pour l'application du théorème des fonctions implicites, pour cette partie-là, ça sera autour du point lambda eta égale à 0, 0, et ça sera appliqué à ce crochet-là. Alors, pour obtenir une expression pour ce crochet-là, je vais revenir ici. Donc, vous multipliez cette équation, l'équation pénalisée, vous la multipliez par m et vous l'intégrez en vitesse. Vous l'intégrez par rapport à v. Alors, l'intégrale de cette quantité fois m, ça vous donne 0 parce que m, c'est l'équilibre. Donc, il vous reste que ce terme-là et le terme associé à la valeur propre. Donc, on obtient cette expression pour b, expression qui est ici donnée par l'intégrale. Il est clair que b de 0, 0 est égal à 0. Vous pouvez le voir ici. Si vous prenez lambda égal à 0, ça vous donne 0. Et si vous prenez eta égal à 0, ça vous donne 0. Donc b de 0, 0 est égal à 0. B, elle est continue. Et en fait, pour montrer que la différentielle de b en 0, 0 est inversible, il vous faut des estimations dans L2 et des convergences dans L2. Voilà. Supposons qu'on a tout ce qu'il faut. En fait, on démontre bien que la différentielle de b par rapport à lambda au point 0, 0 est inversible. Et donc, les hypothèses du théorème des fonctions implicites sont satisfaites pour cette fonction-là. Et on a bien l'existence de lambda, fonction en état. Et ce qu'il reste à faire, c'est de calculer la valeur propre. Je vais revenir sur les estimations L2 vers la fin de la présentation. Alors, pour le calcul de la valeur propre, on utilise le fait que B de eta lambda eta est égal à 0. On revient à l'expression qui est ici. On revient à cette expression-là. On obtient que mu de eta est donné par cette quantité. Et donc, pour l'intégrale qui est à gauche, c'est-à-dire pour le terme qui est à gauche, on a la convergence de m eta dans L2, la convergence de m eta vers 1 dans L2. Donc là, on obtient l'intégrale de m carré, puissance moins 1. Donc ce terme-là, il n'est pas compliqué, il nous donne une constante à la limite. Sinon, pour étudier le comportement de cette quantité-là, nous avons décomposé l'intégrale en deux morceaux. Nous avons décomposé l'intégrale en V1 petit et V1 grand. Alors, pour les V1 petits, on utilise le fait que, en fait, ce qu'on fait pour les V1 petits, en fait, pour les V1 petits, je veux dire qu'on peut aller jusqu'à état puissance moins un tiers. Ce qu'on démontre, c'est que là, on ajoute et on retranche m, et on utilise le fait que m état moins m, c'est comme état fois v puissance quelque chose. Et en fait, ça se voit dans l'équation. Excusez-moi, je vais revenir ici. Voilà. Oublions cette partie-là. Si vous prenez un v qui est petit, m, il est bien solution de cette équation égale à 0. Et donc, la différence de m état moins m, ça vous permet de gagner, c'est comme si ça vous permet de gagner un état pour les v petits, pour les v1 petits. Et donc, on rajoute et on retranche un m pour les v1 petits et on gagne un état. Donc, on gagne un état ici. Avec le état qui est là, on aura état puissance 2. D'accord? On aura le état puissance 2 fois quelque chose qui est comme v puissance 4 fois f, le grand F, l'équilibre de départ, fois m carré plutôt. On aura quelque chose qui est comme l'intégrale de v puissance 4 fois m carré ou fois f. Ça, c'est pour les v petits, v1 petits. Pour les v1 grands, pour les V1 grands, ce qu'on fait en fait, c'est un changement de variable. On pose V égale à eta puissance moins un tiers fois S.
le, le changement de variable qui est en bas. On pose V égale à eta puissance moins un tiers fois S. En fait, on rescale l'intégrale. Donc le V1, ça nous donne le S1. Le M état, M mu état, il vous donne le H état. En fait, c'est la fonction propre au scaler. J'ai le scaling ici. Et le M, il vous donne quelque chose qui est comme S puissance moins gamma. Voilà. Et on met tous les états ici. Et maintenant, en fait, on a c'est comme si on a une balance entre les états. Ça revient à comparer les états. Et c'est à partir de cette quantité-là qu'on choisit le θ de epsilon. Et on voit clairement ici, en fait, c'est là qu'on arrive à voir à quel moment on obtient de la diffusion classique et à quel moment on obtient de la diffusion fractionnaire. En fait, ce qu'on va prendre comme puissance, c'est la puissance la plus petite. Parce que comme état est petit, ça sera la puissance la plus petite qui va gagner à la limite. Et donc, dans le cas, je vous rappelle que bêta est égal à 2 gamma. Bêta est égal à 2 gamma. Dans le cas où cette puissance, la puissance qui est dans le bleu, elle est supérieure à 2. Dans le cas où cette puissance elle est supérieure à 2, ça sera état carré qu'on prend comme, en fait, la valeur propre, elle sera comme état puissance 2 fois une constante ici. Sinon, dans le cas où la puissance qui est en bleu, c'est elle qui est plus petite que 2, dans ce cas-là, ça sera cette puissance qui va gagner. Ahmed, juste, Oui. je peux intervenir. Donc, la première intégrale, tu as état à la puissance moins un tiers, c'est ça? Oui. Et comment tu peux majorer ça par une intégrale sur un compact? Et état, il est petit. Il est- Oui, en fait, alors, pour les estimations, merci pour la remarque. En fait, pour les estimations, là, on peut aller jusqu'à état puissance moins un tiers. D'accord? Mhm. On peut aller jusqu'ici. Mais on ne va pas laisser l'intégrale telle qu'elle est. En fait, ça va dépendre des puissances. Là, c'est le maximum où est-ce qu'on peut aller. En fait, dans le cas où la puissance qui est ici, c'est la plus grande, d'accord? Ça correspond à bêta supérieur à d plus 4. Si cette puissance est supérieure à 2, ça correspond à bêta supérieur à d plus 4. Et ça veut dire que l'intégrale qui est ici, elle est finie à l'infini. Ok, d'accord. Et donc, ce terme qui est là, si on multiplie le tout par état puissance moins 2, cette quantité-là, elle va tendre vers 0, et ça sera cette intégrale qui va donner le coefficient de diffusion. Ça sera l'intégrale qui est à gauche. Et le θ de epsilon, il sera donné par epsilon carré. Mais sinon, dans le cas où bêta est inférieur à d plus 4, dans ce cas-là, cette puissance, elle est inférieure à 2. Et donc, on va multiplier par état puissance moins alpha. Et là, au lieu de s'arrêter ici, on va s'arrêter à S0. On ne va pas aller jusqu'à état puissance moins un tiers. On va s'arrêter à S0, ou juste à une constante. Et on va mettre le reste à droite. Ah, tu veux dire que dans le cas où, Oui. dans Dans le le deuxième, cas, dans le tu cas où coupes pas. l'intégrale qui est ici est infinie, on ne s'arrête pas à état puissance, une Ouais, puissance négative. donc, On s'arrête à une coupes, constante. donc tu coupes en V1 différemment, c'est ça? Exactement, exactement. Et je rajoute le morceau qui est ici dans l'intégrale qui est à droite. Ok, d'accord. Si on Ouais. multiplie par état puissance moins alpha, j'obtiens 2 puissance moins alpha ici. Là, j'ai quelque chose de fini. Donc, pardon, ce terme-là, il va converger vers 0. Et ça sera la limite de ça qui va me donner le coefficient de diffusion. Ça sera ça kappa. Et pour passer à la limite ici, vous avez ça à l'intérieur. Pour passer à la limite ici, on utilise un argument de convergence forte faible dans L2, dans l'espace de Hilbert L2. En fait, on regarde ce qui est à l'intérieur comme le produit de deux suites. Une qui converge faiblement dans L2 et l'autre qui converge fortement dans L2. Et on passe à la limite et ça va être ça qui nous donne le coefficient de diffusion.
Voilà. Donc, c'est pour ça, j'avais dit tout au départ que notre fonction test est la plus performante. En fait, elle nous permet de capturer la limite de diffusion dans les deux cas, le cas classique ou fractionnaire, selon les puissances de bêta. Et ça se voit ici. Sinon, je vais terminer par les estimations L2. En fait, pour montrer que la solution, elle converge dans L2, ça, c'est pas direct et c'est pas évident. Et ça nous a pris quand même pas mal de pages de calcul. Je vais présenter l'idée ici. En fait, pour montrer que la solution elle converge dans L2 ou qu'elle appartient juste à L2, en fait, on écrit V comme V1 fois V1 V', pardon, avec V1 dans R et V' dans RD. En fait, ça revient à décomposer l'espace RD en trois morceaux. Je vous ai mis un dessin ici. En fait, nous avons dans la zone rouge ou marron, je ne vois pas bien, dans cette zone-là, les V qui sont petits, tous les V qui sont petits. Et nous avons une région où les V1 sont petits, mais les V' sont grands, c'est-à-dire V1 petit, mais le V est grand. Et nous avons une troisième région, V1 grand. Donc, au départ, c'est comme si vous avez V1 petit, V1 grand. Mais pour les V1 petits, vous avez deux cas. Soit tous les V sont petits, soit il n'y a que les V1 qui sont petits, mais les autres sont grands aussi. Alors, sur la partie rouge, on utilise l'inégalité de Hardy Poincaré pour avoir des estimations que je vais présenter. Donc, pour la partie rouge, on utilise l'inégalité de Hardy Poincaré. Pour la partie jaune, on démontre une inégalité du type Poincaré. Notez que la partie jaune, vous avez, euh, vous avez un ensemble qui est borné dans la direction de V1. Sinon, pour la zone bleue, on travaille directement sur l'équation. On introduit des fonctions de troncature afin d'être sur les V1 grands et on obtient des estimations en travaillant sur l'équation. Et donc, nous avons trois estimations sur trois zones différentes et on va combiner ces estimations afin de conclure, afin de clôturer les estimations. Alors, pour l'inégalité de Hardy Poincaré, en fait, ce n'est pas direct, mais elle nous mène à une inégalité de ce type-là. Donc, sur les V petits, sur les V petits, vous avez cette première inégalité. En fait, là, vous avez une constante qui est assez petite. En fait, ça dépend de état et elle est très petite pour état petit. Donc, ça vous donne une borne en fonction de V1 petit fois une constante très petite, plus une constante petite fois l'intégrale sur les V1 grands, plus quelque chose qui tend vers zéro. Sinon, sur cette couronne-là, c'est-à-dire pour les V1 petits mais les V' sont grands, par l'inégalité du type Poincaré, on montre que M sur la zone jaune, elle est majorée par une constante fois la norme sur les V1 grands, plus quelque chose qui tend vers zéro. Et enfin, pour les V1 qui sont grands, on arrive à montrer que c'est une toute petite constante fois la norme sur les V1 petits, plus quelque chose qui tend vers zéro. Ensuite, pour conclure, qu'est-ce qu'on fait? On somme les deux premières inégalités, celle-là. Alors, ça fonctionne pas. Bah, on somme les deux inégalités sur B état et sur C état. Donc, on obtient que la norme sur A état, elle est inférieure à une constante très petite fois la norme sur A état. Donc, on peut absorber cette quantité. On l'amène au côté gauche et on l'absorbe. Donc, on obtient que la norme sur les V1 petits, elle est inférieure à une constante fois la norme sur les V1 grands. Et en fait, comme la norme sur les V1 grands, elle est inférieure à une constante qui est suffisamment petite, fois la norme sur les V1 petits, en fait, on injecte ça dans l'équation précédente, dans l'inégalité précédente, et on mange encore la quantité et on conclut. Voilà. Donc, en fait, c'est ça, c'est un peu l'idée générale pour obtenir les estimations L2. Sinon, alors, comme j'avais dit vers la fin de la première partie, toutes les estimations obtenues
le beau puits ont été retrouvés en dimension 1 et le coefficient de diffusion peut être calculé explicitement. Sinon, en fait, on avait commencé à travailler sur le calcul de coefficient en dimension supérieure avec Marjolin, mais c'est arrêté à un moment. C'est, en fait, c'est un peu compliqué. On voulait développer en fait, on voulait faire un développement sur les harmoniques sphériques, c'est-à-dire sur les fonctions propres du Laplacien, afin de se ramener à des équations différentielles qui ressemblent beaucoup aux équations de la dimension 1 et de faire quelque chose de similaire. Donc, c'était ça l'idée. Sinon, la construction que notre construction que j'ai présentée ici, en fait, elle peut s'appliquer pour des équilibres et des potentiels beaucoup plus généraux. En fait, là, actuellement, j'ai démontré que ce résultat-là, parce que là, dans cette présentation, j'avais travaillé avec un équilibre donné explicitement, et c'est le cas pour Bourg-en-Bresse et pour le Beau-Puel, etc. Mais là, actuellement, j'ai démontré que le résultat reste vrai pour un équilibre qui n'a pas de formule explicite et qui est juste borné entre deux constantes fois v puissance moins gamma et qui n'est pas forcément symétrique, mais ça fait intervenir des termes de drift dans le cas où vous avez des moments finis. Et aussi, c'était pour des potentiels un peu des potentiels plus généraux. Euh, donc, la méthode, elle est vraiment robuste pour des équilibres beaucoup plus généraux. Et sinon, elle est aussi intéressante pour traiter des problèmes non linéaires. D'ailleurs, j'ai oublié de citer en fait, la première partie de l'existence de solutions pour l'équation pénalisée. En fait, l'idée d'introduire un terme de pénalisation a été inspirée d'un travail de Herbert Koch sur l'équation de KdV non linéaire, de Wright non linéaire. Et en fait, la méthode présentée, elle est probablement intéressante pour des problèmes non linéaires. Et sinon, dans le résultat de limite de diffusion, nous avons obtenu des convergences faibles en N infini L2. Et la question naturelle qu'on peut poser, est-ce qu'on peut avoir une convergence forte sous certaines conditions sur la donne initiale? Et dans ce cas-là, est-ce qu'on peut avoir un taux de convergence, etc. Voilà, je pense que ça sera tout. Merci. Oh, très bien, merci.